Un cygne qui nage dans la Voie lactée sous l'œil aiguisé de l'aigle, pendant que le Sagittaire prépare le thé. Non, tu ne rêves pas. Bienvenue dans le ciel d'été. Bonjour et bienvenue dans La Parenthèse étoilée, le podcast des passionnés du ciel présenté par Alain Jupin. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Parenthèse étoilée. Aujourd'hui, je t'emmène explorer le ciel d'été. Peut-être celui que l'on connaît le plus, probablement grâce ou à cause de températures plus clémentes, mais aussi des étoiles filantes, les fameuses Perséides. Entre constellations emblématiques, objets célestes de toute beauté et étoiles filantes, cette saison t'invite à lever les yeux avec encore plus de curiosité. Que tu sois en train de l'écouter en plein cœur de l'été ou avec un wagon de retard, sache qu'il n'est jamais trop tôt ni trop tard d'ailleurs pour partir en balade céleste. Et comme toujours, pas besoin d'être un expert ou équipé comme un observatoire, ici tu observes à l'œil nu, aux jumelles ou simplement avec curiosité, mais si tu as un télescope, c'est quand même pas mal. Alors, prêt pour une parenthèse étoilée dans le ciel de l'été ? Les constellations, les guides du ciel d'été. Découvrons les principales constellations qui illuminent le ciel de l'été, et comme pour l'épisode sur le ciel de printemps, nombre d'entre elles te sont, je suppose, connues au moins de nom. Dans un format de type podcast, c'est pas toujours évident de décrire précisément la forme d'une constellation, ou de t'aider à la visualiser dans le ciel. C'est là que les applis de cartographie céleste entrent en jeu. Elles peuvent vraiment faire la différence. Je peux te conseiller de jeter un œil à Stellarium, qui est gratuit, mais il en existe plein d'autres, sur smartphone ou ordi, pour t'aider à mettre des images sur les noms que j'évoque ici. Mais si tu écoutes le podcast sur YouTube, une fois n'est pas coutume, tu auras le visuel des constellations. On parle souvent des constellations, mais il existe aussi des figures imaginaires qui relient plusieurs étoiles brillantes issus de constellations différentes. C'est le cas en cette saison estivale, avec le fameux triangle d'été. Ce triangle n'est pas une constellation officielle, mais une figure très pratique pour te repérer dans le ciel. Il est formé par 3 étoiles brillantes, visibles même en plein centre-ville, Vega, l'étoile la plus brillante du ciel d'été dans la constellation de la Lyre, Deneb dans le Cygne, et Altaïr dans l'Aigle. En reliant ces 3 étoiles, on obtient un grand triangle quasi-rectangle qui en début de soirée surplombe l'horizon est. Il nous accompagnera durant nos soirées d'observation jusqu'au début de l'hiver. Et si on commençait avec notre exploration du ciel d'été par une vraie vedette ? Je te parle de Vega, l'étoile la plus brillante du ciel d'été et la 5e plus brillante de tout le ciel nocturne. Tu ne peux pas la rater, dès la tombée de la nuit, elle scintille haut dans le ciel, direction est ou sud-est, avec une lumière blanche. C'est la reine de l'été et une voisine cosmique car à seulement 25 années-lumière de la Terre. Vega appartient à une toute petite constellation, la Lyre. Elle tient son nom de la lyre d'Orphée, cet instrument magique dont les notes pouvaient charmer les bêtes sauvages et attendrir les dieux eux-mêmes. Accroché à Vega se trouve un petit parallélogramme aplati, c'est la forme de la lyre. Elle n'est pas très étendue, et si tu observes à l'œil nu dans un ciel bien sombre, tu peux deviner les 4 ou 5 étoiles qui accompagnent Vega et t'imaginer les cordes de cet ancien instrument au milieu du parallélogramme. Voilà donc pour la Lyre et Vega, l'un des sommets du triangle d'été, dont on va continuer l'exploration tout de suite. Maintenant que tu as repéré Vega dans la Lyre, dirige ton regard un peu plus à gauche, vers le nord-est. Là-bas, une autre étoile bien brillante t'attend, Deneb. C'est une des étoiles les plus lointaines visibles à l'œil nu. Elle est située à environ 1500 années-lumière de nous, voire bien plus selon les estimations et méthodes de mesure. Et pourtant, tu peux la voir à l'œil nu, même en ville, avec un ciel pollué par la lumière citadine. Deneb est l'étoile la plus brillante du cygne, une constellation splendide aussi surnommée la Croix du Nord,
parce qu'elle a une forme de croix parfaitement dessinée. Attention cependant, elle n'indique ni ne pointe la direction du pôle Nord céleste, comme le fait la Croix du Sud dans l'hémisphère austral. C'est aussi l'une des plus belles constellations traversées par la Voie lactée en été. Le cygne semble nager dans le courant stellaire de notre galaxie. Je dis nager car dans la mythologie égyptienne, la Voie lactée est la rivière céleste, et le cygne peut tout autant nager que voler. Sa forme est facile à repérer, une longue barre d'étoiles avec Deneb d'un côté, allant jusqu'à Albireo à l'autre bout. Albireo d'ailleurs, c'est un petit bijou pour les télescopes, une étoile double avec deux couleurs bien distinctes, une dorée et une bleutée. De part et d'autre de cette ligne, le cygne étend ses ailes majestueuses. Tu connais maintenant Vega dans la Lyre, Deneb dans le cygne, il nous reste plus qu'un sommet pour compléter le triangle d'été, c'est Altaïr dans la constellation de l'Aigle. Altaïr, c'est une étoile très brillante, presque aussi éclatante que Vega, mais ce qui la rend spéciale, c'est sa proximité. Elle est située à seulement 17 années-lumière de la Terre, autrement dit, en 7 saisons, en fonction de la qualité du ciel dont tu disposes, c'est l'étoile la plus proche de toi visible à l'œil nu. L'Aigle, c'est une constellation très allongée, facile à reconnaître une fois que tu as repéré Altaïr, son œil. Les deux étoiles un peu plus faibles qui l'encadrent forment une ligne assez nette. On imagine alors un aigle en vol, les ailes déployées, qui descend le long de la Voie lactée. Maintenant que ton regard s'est habitué aux trois grandes étoiles du triangle d'été, je t'invite à faire un petit détour vers une constellation un petit peu plus discrète, mais pleine d'intérêt, Hercule. Autre chose très discret et plein d'intérêt aussi, c'est le bouton pour s'abonner au podcast et ne rater aucun des futurs épisodes. Oui, le célèbre héros de la mythologie grecque, celui qui a vaincu le lion de Némée, capturé le sanglier d'Érymanthe et nettoyé les écuries d'Augias. Rien que ça. Et c'est pour cela qu'il a sa propre constellation au-dessus de ta tête en été. Alors soyons honnêtes, Hercule à l'œil nu, ce n'est pas la constellation la plus évidente, elle n'a pas de forme très marquée ni d'étoiles ultra brillantes comme Vega ou Altaïr, mais elle est bien placée entre la Lyre et le Bouvier, et elle forme un grand quadrilatère légèrement tordu, souvent appelé le trapèze d'Hercule. Avec un peu d'habitude et un bon ciel, tu le repéreras à l'œil nu sans aucune difficulté. Même si Hercule n'attire pas tout de suite l'œil, elle cache l'un des plus beaux trésors célestes du ciel, mais cela, on en reparle plus tard. Passons aux choses sérieuses avec les constellations du zodiaque. Avec le Scorpion, c'est pas juste une constellation du zodiaque parmi d'autres, pour moi c'est la plus belle. Et je te jure que si tu l'as jamais vue en entier dans un ciel bien noir, tu rates un vrai spectacle. La plupart des constellations du zodiaque, soyons honnêtes, demandent un peu d'imagination. Mais le Scorpion, lui, on le reconnaît tout de suite. Au centre du Scorpion se trouve Antares, son étoile la plus brillante, de couleur orangée bien marquée, représentant son œil. Son nom signifie d'ailleurs l'anti-Mars, parce qu'on peut facilement la confondre avec la planète rouge. À l'ouest d'Antares, sur sa droite donc, se trouvent 3 étoiles formant les pinces de l'arthropode. De l'autre côté, la constellation est très étalée. En France métropolitaine, elle est basse sur l'horizon sud, surtout visible en début de nuit entre juin et juillet. Mais située en Guadeloupe, à La Réunion ou en Guyane, alors là, c'est jackpot. Le Scorpion monte haut dans le ciel et tu peux admirer toute sa silhouette jusqu'à Chola, l'étoile formant son aiguillon. Si tu veux impressionner quelqu'un lors d'une balade nocturne, montre-lui le Scorpion, il a tout. La beauté, le mystère, une vraie présence dans le ciel. Si tu l'observes sous un ciel bien pur, loin des lumières citadines, là tu verras pourquoi c'est la plus belle constellation du zodiaque. Après le Scorpion et son œil rougeoyant, tu n'as qu'à glisser un peu ton regard vers l'est, le long de l'horizon sud, et là, tu arrives dans un vrai trésor céleste, la constellation du Sagittaire. Bon, soyons clairs, la forme d'un centaure avec son arc, comme le décrivent les anciens textes, ce n'est pas la plus simple à repérer. Mais ce que l'on voit le mieux, c'est un petit groupe d'étoiles qui forment ce que les astronomes amateurs appellent affectueusement la théière.
La théière du Sagittaire, c'est une forme assez nette dans le ciel, un triangle pour le couvercle, le manche, le bec verseur et même un corps trapu. Tu noteras que le thé est prêt, puisque la fumée qui s'échappe du bec verseur forme la Voie lactée. Et ce n'est pas juste une image poétique, la Voie lactée traverse littéralement cette zone, dense, brillante, spectaculaire. Si tu as un bon ciel, c'est le cœur de notre galaxie qui s'offre à toi. Les objets incontournables du ciel d'été. Avec le ciel d'été, c'est le retour d'un ciel un peu moins monotone, je veux dire avec des objets plus diversifiés contrairement au ciel très galactique du printemps. Commençons par l'amas d'Hercule, l'un des plus beaux objets du ciel boréal, catalogué M13. Je te renvoie vers l'épisode sur le catalogue Messier si tu ne sais pas de quoi je parle. C'est un amas globulaire, donc une sphère géante, composée de centaines de milliers d'étoiles, liées entre elles par la gravité. Dans le cas de M13, on estime qu'il contient environ 300 000 étoiles, regroupées dans une sphère d'environ 150 années-lumière de diamètre, et distant d'environ 25 000 années-lumière. Et ces étoiles sont très anciennes. M13 est un véritable fossile stellaire, âgé de plus de 12 milliards d'années. Il existait déjà bien avant la naissance du système solaire. Pour le trouver, dirige ton regard vers la constellation d'Hercule, la figure en forme de trapèze. M13 se situe sur le plus grand côté du trapèze, au tiers de la distance entre les étoiles Eta et Zeta Herculis. Dans un ciel bien noir, tu pourras deviner une petite tache diffuse, à la limite de la vision à l'œil nu. Aux jumelles, l'amas apparaît déjà comme un noyau lumineux diffus, et avec un petit télescope, tu verras les étoiles se détacher en périphérie, donnant une impression granuleuse. Et plus ton instrument est puissant, plus tu pourras résoudre ces étoiles, jusqu'à voir la structure centrale très dense. C'est d'ailleurs souvent l'un des premiers objets que les amateurs pointent avec leur télescope l'été venu. En 1974, l'humanité a envoyé un message radio depuis le radiotélescope d'Arecibo, tout droit vers M13. Bon, il arrivera là-bas dans 25 000 ans, et si quelqu'un le reçoit et nous répond, encore 25 000 ans pour le voyage retour. Pour les observateurs sous les tropiques, toujours dans le registre des amas globulaires, M22 mérite toute ton attention. C'est l'un des plus brillants amas globulaires du ciel, plus que M13. En Europe, il est également observable, mais dans de moins bonnes conditions car assez bas sur l'horizon. Situé à environ 10 000 années-lumière de la Terre, M22 est plus proche que M13, mais aussi plus grand et plus dense. Il contient probablement plus d'un demi-million d'étoiles. Sa magnitude apparente d'environ 5 en fait l'un des rares amas globulaires visibles à l'œil nu dans un ciel bien noir, ce qui le rend particulièrement spectaculaire sous les tropiques où il monte haut dans le ciel. Pour en savoir plus sur la magnitude, je te renvoie vers l'épisode dédié à ce sujet. M22 se trouve dans la constellation du Sagittaire, tout près du sommet de la fameuse théière. Pour le localiser, repère le bec verseur de la théière. M22 est situé juste au-dessus, vers le nord-est. À l'œil nu, il apparaît comme une petite tache diffuse dans le ciel, sans pollution lumineuse. Aux jumelles, il devient tout de suite plus évident, avec une forme arrondie bien marquée. Mais c'est avec un télescope, même modeste, que M22 révèle toute sa richesse. Un noyau dense, avec des étoiles bien résolues en périphérie, surtout si tu observes depuis un site tropical. Il est souvent considéré comme plus spectaculaire visuellement que M13, même si moins médiatisé. Direction la constellation du Scorpion pour découvrir un amas ouvert, aussi charmant que poétique, M6, surnommé l'amas du papillon. Il s'agit d'un amas d'étoiles jeunes situé à environ 1600 années-lumière de la Terre. Il contient quelques dizaines d'étoiles brillantes, dispersées dans un champ relativement large. Ce qui lui donne une forme qui évoque les ailes d'un papillon, d'où son surnom. M6 se trouve juste au nord-ouest d'Antares, dans la queue du Scorpion. Dans un ciel bien noir et transparent, M6 est visible à l'œil nu comme une petite tache cotonneuse.
mais c'est avec des jumelles qu'il devient spectaculaire. Ces étoiles brillantes et bien espacées lui donnent une allure gracieuse, presque artistique. Sous un ciel tropical où le Scorpion monte haut dans le ciel, même en ville, si tu as une vue dégagée et une bonne transparence du ciel, tu peux l'observer sans difficulté. Contrairement à une idée reçue, le surnom d'amas du papillon n'est pas d'origine antique, mais très contemporaine, donné par les astronomes modernes qui ont trouvé dans sa disposition quelque chose de symétrique, comme un papillon figé dans le ciel. Voici un amas ouvert très particulier, à mi-chemin entre les amas ouverts dispersés comme celui du papillon et les amas globulaires ultra compacts comme M13. Il s'agit de M11, surnommé l'amas du canard sauvage. Situé à environ 6000 années-lumière dans la constellation de l'écu de Sobieski, M11 est l'un des amas ouverts les plus riches connus. On estime qu'il contient près de 3000 étoiles, dont beaucoup sont massives et brillantes. Il est également très compact avec un noyau dense qui le fait souvent confondre avec un amas globulaire à faible grossissement. Son surnom vient d'une disposition d'étoiles qui ferait penser à une volée de canards en formation. Bon, sur ce coup-là, on va dire qu'à l'époque, ils avaient des substances qui marchaient bien aussi. Pour le localiser, direction la queue de l'aigle et cherche la constellation un peu oubliée de l'écu de Sobieski sur le trajet vers le Sagittaire le long de la Voie lactée. M11 est accessible aux jumelles, où il apparaîtra comme une tache lumineuse compacte. Mais c'est avec un télescope que le spectacle commence. Tu verras un noyau étoilé dense, accompagné de nombreuses étoiles en périphérie. Avec un instrument de 100 mm ou plus, tu peux résoudre une bonne partie de ces étoiles et découvrir cette impression étrange de nuées stellaires figées. Après les amas d'étoiles, on change complètement d'ambiance avec M57, aussi appelée la nébuleuse de l'anneau. Il s'agit d'une nébuleuse planétaire, c'est-à-dire le vestige d'une étoile en fin de vie. Quand une étoile comme le Soleil arrive au bout de son cycle de vie, elle expulse ses couches externes dans l'espace, laissant derrière elle un petit noyau très chaud, une naine blanche. Le gaz expulsé est alors illuminé par la naine blanche et forme cette magnifique bulle qu'on appelle aussi le rond de fumée. Tu trouveras M57 dans la constellation de la Lyre, très facile à localiser en été grâce à Vega, l'une des étoiles les plus brillantes du ciel. Trace une ligne entre Beta et Gamma Lyrae, M57 se trouve à peu près à mi-chemin. À l'œil nu, on ne la voit pas. Aux jumelles, elle reste assez discrète, mais avec un petit télescope, tu verras apparaître le petit rond de fumée. Et si tu augmentes le grossissement, l'anneau devient plus net, avec parfois même un creux au centre. Certains y voient une bouée, d'autres une bague ou un œil cosmique. Bref, je te laisse faire ta propre idée. C'est peut-être le rendez-vous céleste le plus attendu de l'année, les Perséides. Une pluie d'étoiles filantes régulières, spectaculaire et surtout très populaire. Parce qu'elle tombe en août, pile quand tout le monde est en vacances et que les nuits sont douces. Les Perséides sont ces poussières laissées par la comète Swift-Tuttle. À chaque passage de la Terre dans ce nuage de débris, ces particules entrent dans l'atmosphère à très haute vitesse, entre 50 et 60 km par seconde, et se consument en produisant de magnifiques traînées lumineuses. L'activité des Perséides commence dès la fin juillet, mais le pic se produit généralement entre le 11 et le 13 août. C'est à ce moment-là que tu peux voir une centaine d'étoiles filantes par heure dans de bonnes conditions. Ciel noir, sans lune, loin des lumières des villes, et surtout en fin de nuit et non pas en début de soirée. Le radian, c'est-à-dire le point d'origine apparent des météores, se situe dans la constellation de Persée, au nord-ouest du ciel, sous Cassiopée. Mais les étoiles filantes peuvent apparaître partout dans le ciel, donc inutile de fixer un point précis. Pour en profiter, allonge-toi dans l'herbe ou bien dans une chaise longue, sans t'endormir bien sûr, et attends de voir ces fugaces traînées lumineuses zébrer le ciel. Elles sont parfois appelées les larmes de Saint-Laurent, car le pic tombe souvent autour du 10 août, date de la fête du martyr chrétien.
Pour clôturer ce chapitre, tu l'auras sans doute remarqué, le ciel d'été est particulièrement riche en nébuleuses et amas d'étoiles, bien plus que le ciel de printemps. C'est tout simplement parce que la Voie lactée traverse le ciel en plein cœur de l'été, révélant le disque galactique et ses zones de formation stellaire. Le ciel d'automne, lui aussi, nous fera plonger dans une toute autre ambiance, plus discrète, mais pleine de subtilité, à découvrir au prochain équinoxe. C'était La Parenthèse étoilée, le podcast des passionnés du ciel. Voilà, c'est ici que s'achève notre balade estivale sous les étoiles, ou plutôt au cœur même de notre galaxie, la Voie lactée. Entre amas globulaires, nébuleuses en formation et pluies d'étoiles filantes, le ciel d'été nous offre une immersion spectaculaire dans la Voie lactée. Comme toujours, cette sélection ne prétend pas tout couvrir, il resterait encore tant d'objets à explorer, mais le but c'est surtout de compléter les éphémérides mensuelles en t'offrant une vue d'ensemble saisonnière pour que tu saches où et quoi observer en cette belle période estivale, sans surcharger chaque épisode mensuel d'un inventaire à l'après-vert. Si tu débutes en astronomie, j'espère que cette petite sélection t'aura donné envie de lever les yeux, de sortir tes jumelles, ou dépoussiérer ce bon vieux télescope que tu gardes peut-être au fond d'un placard. Et si tu observes déjà régulièrement, peut-être que tu auras redécouvert certains objets sous un nouveau regard. D'ici le prochain épisode, reste curieux, reste émerveillé, et n'oublie pas de lever les yeux et d'admirer les étoiles, même pour quelques minutes, même à l'œil nu. Merci, au revoir, et à bientôt.